toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e rencontre organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Je vous rappelle que l'enjeu de ces rencontres, c'est de permettre à des enseignantes, des enseignants et à leurs élèves de pouvoir justement entrer en dialogue avec des metteurs en scène et metteuses en scène dont ils ont pu découvrir le spectacle à travers une captation sur le site de Cyrano Éducation. Et donc aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sylvain Maurice autour de sa mise en scène récente de la pièce de Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non. Sachant que cette pièce est désormais au programme des classes de première des voies générales et technologiques, avec un parcours associé théâtre et dispute. À l'ANRAT et à Cyrano Éducation, on est en effet très attaché à ce que l'enseignement du théâtre intègre la pratique de spectateurs, car la richesse et les potentialités d'un texte de théâtre se découvrent aussi pleinement par leur passage au plateau. Le sens d'un texte s'éclaire aussi par sa mise en voix, par sa mise en espace, par sa mise en scène. Donc les choix, malheureusement, des œuvres pour les programmes ne tiennent pas toujours compte de cette évidence, et peut-être évidence en particulier pour ce texte de Nathalie Sarraute, dont je pense que vos élèves ont découvert peut-être d'ores et déjà la singularité, ne serait-ce que la question de la ponctuation, qui suggère une mise en voix peut-être un peu singulière. Et c'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux d'échanger aujourd'hui donc avec Sylvain Maurice, que je vais présenter rapidement. Sylvain Maurice, vous êtes metteur en scène, vous avez été formé à l'École du Théâtre National de Chaillot. En 92, vous avez fondé une première compagnie, l'Ultime Co. Et 20 ans plus tard, en 2012, la compagnie Titre Provisoire. Vous avez dirigé plusieurs théâtres, le CDN de Besançon de 2003 à 2011, le CDN de Sartrouville de 2013 à 2022. En 2022, vous avez assuré la direction par intérim du Quai à Angers, suite au départ de Thomas Joly. En tant que metteur en scène, vous avez travaillé le répertoire germanique de l'entre-deux-guerres, Un fils de notre temps de Don van Horvath, De l'aube à minuit de Georges Kaiser ou Berlin, la fin du monde de Lothar Troller. À ce moment-là, vous avez exploré les petits espaces sur scène, que vous retrouvez d'ailleurs ici. Vous êtes passé aux grands espaces avec Tieste de Sénèque au théâtre de Gennevilliers en 99, Macbeth, Shakespeare au Festival d'Avignon. En 2001, vous avez monté Richard III, Peer Gynt, Oedipe, Dealing with Claire de Martin Krimp, Les sorcières de Roald Dahl en version marionnette. Vous avez abordé le théâtre musical et visuel en adaptant la nouvelle d'Edgar Poe, La chute de la maison Usher. Vous avez adapté des romans, on pense à La pluie d'été, Histoire d'Ernesto de Marguerite Duras, Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal, La septième fonction du langage de Laurent Binet, Short Story à partir de nouvelles de Raymond Carver, Arcadir récemment d'Emmanuel Bayamaktam, qui joue d'ailleurs en ce moment même au Théâtre de Belleville et qui sera repris à Angers, je crois, en avril. En 2022, vous avez créé La campagne de Martin Krimp avec Isabelle Carré, un cycle intitulé Enfance, Adolescence, structuré autour de 3 projets. Donc ça, ce cycle continue. Et vous venez donc de créer Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute avec Christophe Brault et Skelly Del Pera au Théâtre Montansier de Versailles en octobre. C'est donc la première fois que vous abordez l'écriture de Nathalie Sarraute. Et donc, la première question toute simple, hein, c'est qu'est-ce qui vous a amené à monter cette pièce? C'est une pièce que je connaissais un peu comme un classique du répertoire moderne. On connaît, pour moi, on est censé, quand on est metteur en scène, connaître Beckett, Ionesco, Sarraute, voilà. Alors, ensuite, ça ne veut pas dire qu'on les apprécie ou qu'on est capable de les mettre en scène. Mais là, ça s'est fait de façon un peu plus fortuite. J'aimais beaucoup cette pièce, qui d'ailleurs, je trouve, euh, est une des plus contemporaines. Les thèmes qu'elle touche peuvent être décontextualisés de l'année de son écriture. Elle a une espèce comme ça de, j'ose pas dire d'universalité, parce que la notion d'universalité, elle est toujours sujette à débat, mais en tout cas, elle n'est pas datée, me semble-t-il. Et en fait, ça s'est fait très concrètement, puisque j'avais Scully au téléphone, Scully Delpera, donc qui joue H2 au téléphone. Je lui ai proposé un texte pour la petite histoire qui était un crimp. Je lui envoie le texte de crimp qui n'est voilà.
Et puis il me dit, ah ouais, non, vraiment, écoute, non, non, c'est pas pour moi ça. Ah bon, je lui dis, bon, bah écoute, lis pour un oui, pour un non. Voilà. Et il me rappelle, mais le lendemain, il me fait, ah non, mais c'est formidable, il faut absolument le faire. Alors je lui dis, bon, ben voilà, on le fait, quoi, c'est tout. C'est parti de ça, très simplement. Donc à ce moment-là, j'ai appelé Christophe Brault et puis Élodie Gandhi qui joue donc la voisine. Et on a lu dans ma cuisine, très concrètement, qui est un lieu où il y a souvent des réunions d'acteurs que je suscite pour entendre des textes. Et au bout d'une ou deux lectures, on a monté la production. Ça s'est fait très. Oui, et puis ensuite, bon, alors, aussi pour l'anecdote, parce que c'est vous montrer à quel point le théâtre est fait de petites choses. Euh, je rencontre donc Frédéric Franck au théâtre Montansier. Et lui, André Dussolier lui a dit, ah, j'aimerais le faire, parce qu'André Dussolier il a déjà joué, ah, j'aimerais le faire, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, Frédéric Franck, qui est vraiment un amoureux des textes, a dit, bon, bah, alors Sylvain, on le fait. Et voilà. Et donc, en fait, tout est parti de deux rendez-vous, en fait, presque fortuits, quoi. Je les avais provoqués, mais c'était pas, il n'y avait pas de stratégie au départ. Euh, Quels sont, selon vous, justement, les thèmes abordés par cette pièce qui vous ont particulièrement intéressé? Alors, il y a plein de manières de raconter cette pièce, en fait. C'est-à-dire, on peut la raconter du point de vue du langage et de quelque chose qu'on va appeler d'un mot peut-être un peu savant, qui est une sorte de maïeutique, comme ça, où les personnages accouchent de leurs pensées à travers la discussion. Alors, à travers peut-être la dispute aussi, mais c'est, à mon avis, justement, un des enjeux de la pièce. Est-ce que c'est qu'est-ce qui est conflictuel et comment on joue le conflit? Bon, ça va être, à mon avis, un des gros sujets dont on peut parler ce matin, et notamment avec les acteurs. Parce que soit on met le conflit sous le tapis, et à ce moment-là, au prétexte que ça soit pas une engueulade, mais on a tendance à minorer les enjeux, soit on joue le conflit, mais ça peut vite tourner à une engueulade très contingente, très banale, qui n'offre pas d'intérêt théâtral. Alors, mais de façon peut-être plus concrète, alors justement, pour sortir un peu des généralités de la pièce que je crois on identifie dès la première lecture, moi, ça m'a beaucoup parlé à un endroit très précis, qui est que ce sont deux amis d'enfance, et j'ai envie de raconter l'histoire de la façon la plus concrète possible. C'est-à-dire sous l'abstraction parfois du langage, en fait, il y a des éléments très concrets que Sarraute nous donne et qui sont vraiment des fils et des pistes qu'il s'agit vraiment de consolider dans le travail avec les acteurs. Ce sont deux amis d'enfance, en tout cas, ils sont liés ensemble depuis l'enfance. Euh, Apparemment, H1 est quelqu'un qui a réussi et qui a une position un peu magistrale dans le monde intellectuel et probablement universitaire de la littérature, où il est peut-être pas ce qu'on appelle, peut-être ce qu'on appelle un mandarin. En tout cas, on appelait ça comme ça à l'époque, c'est-à-dire une figure reconnue qui fait autorité dans son domaine, tandis que H2, lui, a voulu échapper complètement à ce monde social, voire même dans une forme de radicalité, ne même pas être un marginal. À un moment, dans la seconde partie, il y a toute une discussion autour de cette question, de même pas être un marginal, c'est-à-dire d'être vraiment hors de toute catégorisation, et qui est précisément une des grandes questions de Sarraute. C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les mots, quoi, ce que parler veut dire, pourrait-on dire, pour paraphraser, je crois, Jean Tardieu. Bon, cet aspect concret des personnages, me semble-t-il, est quand même très, très important. Et donc, en effet, H1 vient voir H2 parce qu'il sent bien que H2 lui fait la tête, quoi, on va dire, pour être trivial, lui répond plus au téléphone, etc. Donc c'est un peu comme s'il débarquait à l'improviste et qu'il disait, bon, faut qu'on crève l'abcès, quoi. Et en effet, on va s'apercevoir qu'il y a un contentieux qui va aboutir à quelque chose de très violent, puisque
l'un et l'autre vont plutôt découvrir qu'ils se haïssent, quoi. Et que sous prétexte d'une amitié indéfectible, en fait, il y a des pensées de mort, en tout cas. Voilà. Et le troisième terme de la pièce, et c'est là-dessus que peut-être que je conclurai votre question, ils vont s'apercevoir que, en fait, ils sont, en dépit de la dégradation de leur relation, qui est faite, dont un des enjeux est beaucoup la jalousie euh, et l'envie, donc dans un jeu de miroir, mais qui n'en est pas vraiment un, comment en fait les deux personnages à la fin se rendent compte qu'en fait ils sont liés et que loin du divorce, de la séparation attendue, ils sont liés pour toujours. Voilà. Et donc, ça crée quelque chose de très, très singulier, quoi. Justement, là, partir sur quelque chose de très concret, c'est d'autant plus intéressant par rapport au texte de Sarraute. Les protagonistes s'appellent H1N2, H1H2, ils sont anonymisés et justement tout l'enjeu, c'est comment leur donner chair, comment leur donner corps. C'est tout l'enjeu du passage au plateau du coup. D'autant plus que voilà, le déclencheur de la dispute, le fameux «C'est bien ça», pourrait paraître totalement dérisoire. Donc pour revenir sur la façon dont vous avez travaillé le texte, est-ce que, enfin, l'écoute du texte, vous avez parlé tout à l'heure du travail à la table que vous avez fait avec les comédiens dès le départ. Est-ce que l'écoute est absolument fondamentale? Est-ce que voilà, la part entre l'écoute et l'analyse du texte? Alors, bah, en fait, précisément, vous en situez très bien les enjeux. C'est ça la répétition. En fait, la répétition, ça serait tantôt euh, regarder comment les acteurs disent le texte sans qu'on en ait énormément parlé, c'est-à-dire à partir de leur propre ressenti et de leur propre analyse, et ensuite de dire, tiens, tu l'entends comme ça, ah ben c'est intéressant, poursuivons, ou bien tiens, moi j'ai plutôt envie de l'entendre comme ça, essayons. Voilà. Et donc en fait, pour moi, une répétition, et a fortiori sur un texte comme ça, c'est avoir des acteurs qui sont des véritables interlocuteurs. On travaille tous au même endroit. Il n'y a pas une dramaturgie préexistante qu'il s'agirait d'appliquer. Euh, euh, D'autant que je pense que bon, les thématiques nous sont devenues quand même familières. On n'est quand même pas dans, même si c'est un texte contemporain qui peut parfois paraître un peu obscur, parce que justement, le sujet est un peu fuyant comme ça. On va dire le contenu manifeste ne nous est révélé qu'à travers le dialogue. Donc c'est ça qui est intéressant. Et malgré tout, on comprend intuitivement de quoi ça parle, quoi. Donc c'est vraiment une élaboration avec tous les acteurs. On est tantôt dans l'analyse et tantôt dans la pratique et la mise en jeu, voire la mise en danger dans le sens positif du terme. On prend des risques en se disant, ben, tiens, je ne le comprends pas si je jouais comme ça, quoi. Voilà. Peut-être, justement un temps d'arrêt sur la fameuse question des 3 petits points, de la multiplication de ces fameux 3 petits points qui font que d'ailleurs ce texte peut paraître comme une partition. Vous avez évoqué le terme tout à l'heure, heu, Mmh. comme si voilà, ces 3 petits points, c'est une façon d'évoquer des silences et alors voilà. Comment vous avez travaillé ces fameux 3 petits points? Parce que quand on regarde la captation, il y a des moments très, très clairs où, ces 3 petits points, résonnent et des moments où, les comédiens les passent un peu plus vite. Donc voilà, je voudrais savoir comment vous avez travaillé ça? Oui, alors c'est une excellente question qui appelle une réponse nuancée. C'est-à-dire que sur le plan théorique, dramaturgique, les 3 petits points obéissent à une logique tantôt de pensée qui ne parvient pas à s'énoncer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme d'autocensure, où l'implicite de ce qu'on veut dire est dans le 3 petits points, mais ça peut être aussi une reformulation, c'est-à-dire je m'arrête pour redire différemment ce que je voulais dire, et en le redisant, je parviens à mieux en donner le sens.
Donc, la fonction du trois petits points, suivant les moments, elle n'a pas tout à fait la même valeur. En tout cas, c'est ce que nous avons pensé. C'est-à-dire justement de ne pas lui donner tout le temps la même valeur. Et ainsi que vous le disiez très justement, il y a des moments où on s'est dit, bon, bah, si on joue tous les trois petits points, ça ne va pas être normal parce que ça n'est pas non plus une écriture. Je sais pas, je pense par exemple à un écrivain comme Jon Fosse, le formalisme de la langue, la scansion, la musicalité est primordiale. Là, il y a une partition, c'est en effet le terme que j'employais, mais elle est pas très musicale au sens des sonorités, etc. Elle est plus une partition dans le sens où il faut vraiment que les questions et les réponses s'organisent, quoi. Et donc, c'est à partir de cette organisation des questions et des réponses, un peu comme un jeu de, je sais pas, d'échecs, mais peut-être moins encore d'échecs de sabre, voilà, que les choses s'organisent. C'est-à-dire toucher, ah oui, bon, d'accord, tu m'as touché, ok, d'accord, voilà, c'est plus ça. Et est-ce que au fur et à mesure du travail, des répétitions, mais aussi des représentations, il y a voilà, les comédiens évoluent par rapport à ces temps de peut-être de suspension, Bon, là, la captation, elle s'est fait vraiment dans les premiers jours du spectacle, qui a été joué très peu de fois. Et donc, à l'évidence, oui, ça va évoluer. Euh, Parce que de toute façon, tous les spectacles évoluent et c'est normal. La plupart du temps, ils évoluent dans le bon sens. Bon, exceptionnellement, et c'est pas à souhaiter en ce qui nous concerne, ça évolue dans ça, les enjeux s'érodent, se perdent, mais ça ne sera pas notre cas, j'en suis sûr. Donc, oui, il s'agit, en respectant ce qu'on a décidé, là, il y a un silence, là, il y a un remaniement, là, au contraire, ça s'enchaîne. Malgré tout, ça va s'amplifier et s'agrandir. Mais alors, si votre question serait est-ce qu'il y a une marge d'improvisation, comme par exemple peuvent le faire des troupes, semble-t-il, comme Tegestan? Ma réponse est non. On sait, on sait comment s'est construit la mise en scène. En revanche, si votre question c'est est-ce que les acteurs au sein de cette partition ont beaucoup de liberté? Ma réponse est oui. d'accord. Hem Bon, j'ai regardé un peu attentivement, hein, je ne vous le cacherai pas, la captation, en ayant le texte aussi. Il y a des moments où, parce que c'est quand même un texte très, très compliqué par ses circonvolutions, en termes de mémorisation, je pense que ça doit être un peu un enfer. Et j'ai remarqué des petites choses, c'est-à-dire que c'est Achin d'ailleurs qui répète plusieurs fois, «essaie quand même», alors que ce n'est qu'une seule fois dans le texte. Enfin voilà, Alors, je vais vous répondre très sincèrement. ouais. Ça n'est pas un choix du metteur en scène, c'est plus la façon dont le comédien appréhende le texte. Christophe le dit très bien, donc Christophe Brault qui joue Achin, qui est par ailleurs un acteur merveilleux, tout comme d'ailleurs Scali Delpera, ils étaient vraiment formidables. Achin, Christophe dit moi, je ne sais pas apprendre un texte tant que je ne sais pas ce que je joue. Là où Scali disait non, mais attends, il faut que tu connaisses la partition dès le premier jour des répétitions. Donc il y avait vraiment deux écoles, deux manières d'aborder le texte. Quelqu'un qui était vraiment sur la mémoire parfaite, qui était Scali, et l'autre qui était plutôt sur une mémoire qui se crée au fur et à mesure que les intentions se trouvent. Et donc, Christophe est moins rigoureux quant à la partition, mais là aussi, je n'ai nul doute qu'en jouant le spectacle, les choses seront encore plus rigoureuses. Il Mais connaît complètement son texte, en fait. Hem, en termes de choix, il y a aussi ce choix, qui est enfin, qui prend un sens singulier, je pense, des voisins. C'est-à-dire que le fait de les 2 voisins deviennent une voisine, donc une femme face à 2 hommes. Donc voilà, est-ce que vous pouvez, revenir sur ce choix, de Ah oui, mais alors ça, c'est vous posez une vraie question parce qu'en fait, je me suis aperçu que souvent dans les mises en scène, ce choix était un choix imposé par l'économie du spectacle vivant
et pas par un choix dramaturgique ou de mise en scène. Parce que avoir un acteur de plus pour aussi peu de répliques dans l'économie d'une compagnie comme la mienne, certes, qui n'est pas la plus fragile, mais qui n'est pas non plus la plus pourvue, euh, bah, c'est compliqué, quoi. Tous les soirs, un cachet, c'est compliqué. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement. Et d'ailleurs, je crois que les ayants droit de Sarraute le valident tout à fait. Mais c'est vrai que, alors, a fortiori, depuis euh, le renouveau du féminisme avec MeToo, ça peut prendre un sens que la réduction au départ ne souhaite pas avoir. Au départ, la réduction, elle est purement, voilà, mais ce qui prouve que dès qu'on bouge quelque chose, tout, ça a des répercussions. C'est comme un jeu de domino, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a du fait qu'il y ait une femme, une voisine, et non pas un homme et une femme, des voisins, il y a tout d'un coup quelque chose qui renvoie à une dispute qui serait l'apanage des hommes. Voilà. C'est vrai que ça raconte un peu ça. Qu'on le veuille ou non, mais c'est malgré nous. Hein. C'est-à-dire comme si les questions... Parce que quand même, il est question beaucoup de pouvoir ou de non-pouvoir, puisque H1 euh, euh, semble être un tentateur pour H2, puisqu'à un moment, il est dit que euh, H1 a proposé à H2 de partir en voyage, donc peut-être dans une sorte de mission dans le cadre de l'université, d'un symposium ou d'un séminaire ou d'un congrès à l'étranger, et que H2 s'est juré de ne pas y aller justement dans la radicalité pour rester dans sa singularité, et finalement, il y va. Et ça, il s'en veut d'avoir pas été à la hauteur en cette circonstance, d'avoir osé dire non, quoi. Donc, et de ce point de vue-là, on peut se dire que ces enjeux de pouvoir sont peut-être plus marqués, mais n'est-ce pas aussi un cliché culturel de le dire, dans un monde masculin? Peut-être qu'au fond, justement, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes fera qu'en fait, cette question sera, quels que soient les genres. Voilà. Dans vos choix, il y a aussi la question de la scénographie, parce que vous signez la mise en scène et la scénographie. Donc, du coup, peut-être revenir un peu sur, ce choix de cette scénographie, qui est à la fois marqué par un certain dénûment, hein, l'espace est très simple, qui à la fois, pour moi, c'est vraiment, un espace conçu pour jouer, très clairement. Enfin bon, on peut revenir sur le banc, par exemple, dont les dimensions, je pense, permettent à la fois aux deux d'être proches, mais pas tout à fait, de pouvoir se rapprocher sur le banc. Enfin, il y a tout ce jeu dans la dimension même du banc. Et puis ce mur-là, avec ces bandes de couleurs. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ces choix scénographiques et vos intentions quant à ces choix? Oui, mais c'est très important, je vous remercie de me poser la question. En fait, tout est parti du banc, quoi. C'est-à-dire que au départ, je n'avais pas l'idée du mur, euh, parce que, en effet, la dimension du banc a vraiment été pensée, ainsi que vous l'indiquiez, sur tantôt on est ensemble très proches, et donc ça peut être de l'ordre de la confidence, ça peut être aussi de l'ordre de on est si proche qu'on ne peut pas se regarder. Et tantôt, on prend de la distance pour pouvoir se parler en profil et argumenter, quoi. Et je me disais qu'on aurait presque pu tout jouer sur le banc, en fait. Bon. Et puis, bien sûr, ça aurait été quand même un peu rébarbatif et puis inutilement formel. Euh, L'idée du mur, elle est venue parce que bah, tout simplement, on est dans un espace clos. Euh, euh, dans un espace à la fois social, probablement un salon, mais dans un espace qui appartient à H1. À H2, pardon. C'est l'espace de H2.
Et c'est là où l'idée un peu pop m'est venue, puisqu'en effet, ces bandes, elles sont un peu à la Vasarely, pour celles et ceux qui se souviennent de ce peintre de l'ère Pompidou, on va dire, qui a été réactualisé ces dernières années, notamment par une grande exposition au centre Beaubourg, au centre Pompidou, justement. Donc, tout un travail un peu cinétique, on va dire, et chromatique. Euh, et moi, j'avais envie de raconter ça pour deux raisons. Enfin, j'avais envie de ce choix décoratif du motif du papier peint pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais que ça renvoyait euh, à des enjeux des années 70, peut-être 80, que la pièce portait, puisque quand même il est question de l'engagement. C'est-à-dire que justement, alors ça, je n'ai pas trouvé dans la documentation autour de Sarraute des choses aussi concrètes que ce que je vais vous dire. Donc là, c'est plus mon interprétation que des choses étayées parce que j'aurais pu lire. Mais je trouve que Achin, je dirais, est un peu sartrien au sens de l'engagement. Il dit, mais moi, je suis dans le faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une position qui n'est pas hors du monde et qui, justement, se moque du poétique, je dirais, au profit d'une praxis, d'une pratique, d'un engagement, pour reprendre des termes un peu sartriens, voire marxistes. Et tandis que H2, lui, est au contraire dans presque le parti pris des choses, quoi, du côté de Francis Ponge, quoi. C'est-à-dire, il y a cette séquence que j'adore où il va à la fenêtre. Bon, ils viennent de se fâcher. H1 est sorti. On est aux deux tiers de la pièce là. H1 est sorti en disant, enfin, ou en tout cas, s'est écarté, a dit ah non mais c'est pas possible, j'en ai marre que tu me parles mal, ça suffit. Donc il sort, quoi, bon, et puis il re-rentre, enfin, ça c'est dans ma mise en scène qui sort, mais enfin bon, il se met de côté, il se met devant la fenêtre, et H2 croyant, et donc il regarde par la fenêtre et il trouve que H2 dit à H1, ah, mais tu vois, c'est merveilleux là ce qu'on voit par cette fenêtre, ces choses si modestes, oui, on est dans la pauvreté, mais cette pauvreté, elle est l'essence de la vie, quoi. Et à ce moment-là, H1 prend sa revanche, qui a quand même été pas mal secoué par H2 sur toute la première partie, qui justement H2 lui reprochant à travers le c'est bien, ça, une espèce de condescendance, de mépris même. Euh, là, tout d'un coup, donc H1 va se venger de ce mépris supposé que H2 lui aurait attribué. Et donc voilà, il va complètement détruire cette vision dite poétique, ce qui va d'ailleurs reconduire encore sur une nouvelle question, c'est H2 qui va dire mais je déteste ce que tu appelles le poétique, quoi. Donc ils vont se déchirer sur qu'est-ce que la poésie ou le poétique. Enfin, est-ce que le poétique est la poésie, quoi. Voilà. Et alors, juste pour revenir à mon propos liminaire et donc à votre question, je m'excuse, j'ai fait un petit détour, mais j'étais un peu obligé parce que c'est Sarraute quand même, donc c'est un peu comme des poupées russes. Pour revenir à votre question, euh, ces questions ne sont plus tout à fait actuelles, je dirais. De l'eau à passer sous les ponts, même si parfois c'est peut-être dommage qu'elle ne le soit plus, mais c'est un autre débat. Mais le monde a changé, le débat intellectuel n'est plus de la même nature en ce moment, tant dans les sphères universitaires et informées qui vont plutôt être polarisées par les questions qu'on va appeler anthropologiques, ce qu'on appelle parfois la révolution anthropologique, c'est-à-dire non seulement toutes les questions liées à l'écologie, mais aussi au genre, au décolonialisme, etc., etc. Donc ça va plutôt monopoliser le débat intellectuel. Quant au débat, je dirais, plus citoyen ou civique, il est beaucoup autour des problématiques d'économie, de la dérive des démocraties vers l'illibéralisme, tel que l'élection de Donald Trump vient de l'indiquer très clairement. Mais en même temps, et c'est là où je veux en venir, après sur nos détours,
c'est que le débat d'idées, il est aussi au même endroit en ce moment sur mon meilleur ami, c'est peut-être mon meilleur ennemi. Puisqu'au sein des familles, je dirais, on n'est plus forcément d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des grands schismes, des grandes césures au sein des familles au sens large, hein, pas forcément de la famille au sens enfant ou parents, mais on n'est plus d'accord, quoi. Et donc, je trouve que comme il y a, et c'est là où je veux en venir, un retour un peu du vintage, que moi, des fois, je suis frappé comment certains codes vestimentaires hérités des années 70, 80 reviennent, transformés bien sûr, mais reviennent. Je trouvais que ce motif aussi, il donnait à raisonner ce qui reste ou ce qui fait rémanence en quelque sorte de ces débats, quoi. De la conflictualité, voilà. Bon, ça c'est ma petite histoire, c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je vous dis, mais voilà. Et puis alors, il y avait un dernier argument que je vous livre très vite. Euh, c'est que je voulais pas que ça soit trop misérabiliste. Je voulais que H2 soit un peu branché, quoi. Qu'il est un peu. Bon, moi, maintenant, je travaille en Bretagne, mais pendant longtemps, j'ai habité à Belleville. Et je connais des gens qui sont des artistes, des plasticiens, voilà, et qui peuvent, et qui n'ont vraiment pas d'argent, quoi, qui sont vraiment dans des grosses galères économiques, mais qui peuvent avoir cette déco chez eux. Je trouve ça bien. Merci pour cet éclairage. Alors, question de François Wittersheim. Bonjour François. J'aimerais savoir si des lectures ont pu nourrir la mise en scène. Je pense à la lutte des cerveaux de Strindberg et plus particulièrement à la plus forte, qui est une pièce proche de celle de Sarraut. Alors, les deux pièces dont vous parlez de Strindberg, j'en ai pas une mémoire suffisamment précise et donc j'aurais peur de vous répondre de façon imparfaite. Il me semble que chez Strindberg, le désir, la pulsion est plus forte que la capacité à penser la conflictualité. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage est un peu trop, il est peut-être même à certains égards, même si là aussi le qualificatif est peut-être un peu impropre, un peu nietzschéen, comme ça, un peu trop, trop traversé par... voilà. Tandis que là, en fait, ils sont comme nous, quoi. Et c'est pour ça que ils n'ont pas cette valeur de surhomme ou de surfemme comme ça qui serait traversée aussi par le fait religieux, hein, par la question de Dieu. Chez Strindberg qui est quand même très présente. Petite D'autant remarque. que la question des relations hommes-femmes, qui est quand même un des grands thèmes strindbergiens, là n'est pas du tout de mise. Oui. Mais oui, oui. Ensuite, c'est un théâtre de. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'invention au début du XXe siècle du Kammerspiele, quoi, du théâtre de chambre, dont Ibsen, bien sûr, Strindberg, et puis les naturalistes allemands, Hauptmann et tout ça vont être les précurseurs, quoi. Mais j'aime beaucoup l'idée de toute façon de ce Kammerspiele, de ce théâtre de chambre. J'emploie le terme allemand pas pour faire snob, mais c'est parce que c'est quelque chose quand même qui est venu de façon très puissante en Allemagne au début du XXe siècle, quoi. Nous, on a Luc Nepos en France, mais Luc Nepos, il est plus symboliste, quoi. Il va plutôt tirer vers le symbolisme, tandis qu'eux, il y a quand même quelque chose qui assoit le naturalisme en Allemagne, notamment le naturalisme psychologique, quoi. Oui, pour la plus forte, ce sont quand même deux comédiennes, ce sont deux femmes qui s'affrontent, dont une qui ne dit rien et l'autre qui déverse un flot de haine. C'est pour ça que c'est quand même, on est un peu dans le même univers. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, le duo est intéressant, si vous le dites. C'est-à-dire que si on faisait une petite enquête, on s'apercevrait qu'il y a toute une dramaturgie du duo dans l'écriture. Donc, que ce soit Vladimir Estragon dans Godot, enfin, c'est quelque chose de très, très particulier, le duo. Parce que c'est le couple, mais c'est aussi, en effet, le duo. Voilà, c'est plein de choses, quoi. Ouais. Autre aspect de vos choix qu'on pourrait aborder, c'est la question de ces petits interludes musicaux qui apparaissent à l'arrivée, au départ de La Voisine, au faux départ de H1, la fameuse scène de la fenêtre que vous avez évoquée, et enfin dans les 2 temps, qui sont indiqués dans le texte de Nathalie Sarraute par Didier Ascali comme des temps de silence, hein, il y a le mot «silence».
Donc, voilà, là aussi, revenir sur ce choix. Mm. En fait, la musique qui n'a pas été évidente à trouver parce que il fallait trouver quelque chose qui soit juste par rapport à la pièce, quoi, plus que d'habitude, quoi. La musique, elle permet à la fois de tourner des pages de façon très concrète, hein. C'est un dispositif narratif classique, pas forcément, enfin, comme une ellipse, quoi, ou comme un, voilà. Mais peut-être de façon plus fondamentale, elle est aussi le début et la fin. Elle est le point ultime où ils vont se retrouver. Et comme la toute fin est quand même assez géniale, parce qu'en fait, après s'être déchirés, ils se rendent compte qu'ils sont liés indissolublement, au sens où si leurs différends, voire leur conflit, voire leur haine apparaissait sur la scène publique, ils seraient discrédités, disqualifiés. Et donc, de ce fait, ils projettent euh, les conséquences que ça aurait pour eux si leur conflit venait à être découvert. Donc, ils décident non seulement de vivre avec, mais de le cacher. Et de reprendre la comédie qu'eux-mêmes étaient censés dénoncer au début. Alors, bon, c'est. Voilà. Et donc, en fait, il y a presque une boucle qui se fait. Et donc, la musique, elle crée la boucle, quoi. D'abord parce que c'est une sorte de musique répétitive, hein, euh, répétitive au sens de la musique répétitive américaine, quoi. Et puis, parce que elle raconte qu'en fait, bah justement, exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en sortira pas. Voilà. Et alors, on peut entendre ce on n'en sortira pas comme une chose à la fois très positive, enfin très positive, horrible, mais aussi comme une chose très positive, parce que en fait, on reste dans la vie quand même. C'est ça que je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on n'est pas dans l'enfer, c'est les autres de Sartre, ou même à la fin de fin de partie de Beckett, quoi, où c'est vraiment horrible, quoi. Là, bah oui, on n'en sort pas, mais bon, il faut que la vie, même dans sa dimension mondaine, donc un peu superficielle, reprenne le dessus. En tout cas, c'est mon interprétation, qui peut faire débat, hein, mais tant mieux. C'est ce fameux oui-non final, hein, Voilà. qui en effet est quand même très ouvert, enfin qui est à la fois qui pourrait être considéré comme fermé et qui est peut-être quand même assez ouvert. Et la façon dont vous le mettez en scène avec ce regard qui s'échange en fait, c'est-à-dire que l'un regarde l'autre puis l'inverse. Euh, il y a, je trouve que votre fin est assez ouverte en fait. Elle est pas. Enfin, je m'interroge et même sur finalement, dans votre propos, il y a cette idée que ça va continuer, alors que je trouve que dans de ce que l'on voit au plateau, avec ce regard de H2 qui dit non, voilà, c'est pas si simple que ça, je trouve. Enfin, on peut s'interroger sur ce que ça va devenir. Ah oui, Mais mais c'est ça que j'ai voulu dire, en fait, hein. d'accord, C'est ce que d'accord. vous dites. Ensuite, je l'exprime mal peut-être parce que on est passé par des tas de. Mais si ça finissait bien, ce serait qu'enfin ils seraient délivrés l'un de l'autre ou au contraire qu'ils sont liés pour toujours. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, oui ou non, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à choisir. Alors, ça finit par un non, Ouais. mais est-ce que c'est un non au sens d'un point final qui délivre ou c'est un non au sens de on est vraiment dans la merde, quoi. Donc, et j'ai voulu faire une fin très ouverte, où en fait, où la discussion qu'on a, j'espère que les spectateurs l'auront. Euh, le- On évoquait, avant d'ouvrir la séance, la singularité justement de votre mise en scène, et peut-être l'une de ces singularités, c'est le côté dispute, qu'on avait, moins dans le film de Doyon, par exemple. Heu, C'était comme si, alors moi je sais pas, je me demandais si, c'est aussi le reflet du temps, de l'époque, d'une époque où,
où finalement le conflit apparaît beaucoup plus vite, et le caractère irréconciliable, apparaît beaucoup plus vite. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les disputes dans les familles et cetera. Est-ce que vous pensez aussi que finalement cette mise en scène, elle s'inscrit aussi dans cette temporalité qui est la nôtre, où les propos deviennent très, très vite, virulents? Ah ouais, disons, moi, j'ai pas l'impression de faire une interprétation liée à une époque. J'ai l'impression que cette notion de conflit, elle est là dès le départ dans la pièce. Mais par contre, je pense que et alors moi je dirais d'ailleurs plus que de conflit, mais c'est pas pour chipoter sur les mots, mais c'est la conflictualité, c'est-à-dire la capacité qu'on a ou non de penser le conflit. C'est-à-dire justement, c'est ça qui est beau. Je pense que si c'était que parce que j'ai vu une mise en scène, par exemple, où les deux personnages étaient très très dans le conflit, mais au bout d'un moment, on saturait. Bien que ça soit un très bon travail, à bout d'un moment, on saturait parce qu'en fait, ça devenait plus un conflit, ça devenait une engueulade en fait. Ça devenait une dispute, presque une scène de ménage. Enfin, bon, sauf que là, c'était deux hommes, donc il y avait un côté petit coq, quoi. C'était deux petits coqs comme ça qui se gueulaient dessus, quoi. Bon. Parce que ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, c'est que à chaque fois qu'il y a des climax comme ça où tout d'un coup un personnage dit ah mais j'en peux plus, c'est insupportable ce que tu me dis, par exemple quoi jaloux, tu prétends que je suis jaloux, c'est insupportable que tu me dises ça, je ne l'ai jamais été, ça c'est H1 qui dit ça à H2, c'est la première fois que H1 vraiment se met en colère parce qu'avant il a été au contraire d'une patience, d'une écoute, voire même d'une gentillesse pour que H2 verbalise les raisons de son silence. Euh, Même après le jaloux, voilà, il peut y avoir des moments, l'autre lui dit, bah oui, c'est exactement ça, mais en même temps, ils acceptent de jamais figer complètement leur position. C'est là d'ailleurs aussi, c'est la valeur de l'amitié, me semble-t-il, c'est que certes, à un moment, se verbalise la haine, puisque l'un dit j'aurais aimé te jeter dans une crevasse, et l'autre, je ne sais plus trop ce qu'il lui dit, mais c'est du même acabit, c'est-à-dire le tuer, quoi. Et malgré tout, ils ne l'ont pas fait. euh, Pas seulement par censure, parce qu'on ne tue pas son prochain, même quand on le déteste, mais aussi parce que probablement il y a quelque chose qui reste entre eux et qui n'est pas forcément verbalisable, qu'on ne peut pas forcément identifier par des mots, mais qui est quelque chose qu'on ne peut pas défaire, quoi. Mais c'est assez génial, hein, de ce point de vue-là. Parce qu'elle nous met dans des... Vous voyez, alors, chez la version Doyon Trintignant du Solier, elle est super parce qu'elle apporte encore d'autres choses. Mais c'est vrai que en fait, on les sent beaucoup plus dignes, surtout. Je pense qu'ils jouent le conflit, mais de façon très feutrée, comme ça, de façon beaucoup plus digne. Et alors là, ça rejoint peut-être votre remarque, votre question là à l'instant. Euh, oui, oui, je pense qu'ils discutent. Dans ma mise en scène, ils discutent plus, quoi. Ils sont plus engagés dans ce qu'ils disent. Il y a moins d'arrière-plan. Soit j'aime l'autre, mais je ne veux pas trop lui dire, soit je suis dans la précaution. Il y a juste un moment où on sent que Trintignant est très, très ébranlé, quoi. Mais c'est plus un théâtre de figure. Par ailleurs, les comédiens sont vraiment extraordinaires, mais c'est plus un théâtre de figure. C'est-à-dire, il y aurait le raisonnable, euh, il y aurait Philinte et puis il y aurait Alceste, quoi. Bon, voilà. Alors que nous, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux enseignants et à leurs élèves pour se saisir de ce texte? C'est-à-dire, en l'ayant traversé, comme vous l'avez traversé, voilà, sur, comment mettre en bouche, ce texte, cette partition, comme on l'a dit tout à l'heure, de Nathalie Sarraute. Est-ce que voilà, Montrer à l'élève qu'une réplique peut avoir différents types d'intonation, qu'il n'y a pas une musicalité figée ou un sens figé, et notamment beaucoup travailler sur mettre un point ou au contraire relever le sens.
et que suivant, techniquement, si je dis un non, ou si je dis un non, bon, déjà, ça n'a pas du tout la même valeur. Et que ces choses-là sont très, très importantes, quoi. Voilà. Moi, je dirais avancer pas à pas et très concrètement, en fait. Pas trop parler au départ. Ah oui, et aussi un truc intéressant, c'est parfois retranscrire dans leurs propres mots ce qu'ils comprennent du texte. C'est-à-dire ne pas hésiter, sans aller... on peut faire des impros, ça ne mange pas de pain, ça permet de se décontracter, de se familiariser, de ne pas être dans l'intimidation, de se réapproprier les choses. Mais ça, bon, je dirais, c'est plus du côté du training. L'impro peut avoir des qualités de toute façon. Mais là, c'est surtout se dire, euh, j'avance doucement, pas à pas. J'essaye pas de grimper au rideau, j'essaye pas de faire du théâtre. Et tout au début des répétitions, j'insistais beaucoup là-dessus. D'ailleurs, quand on va reprendre, je vais à nouveau insister là-dessus. Donc, vous avez un scoop. Euh, de jouer des fois de façon presque cinématographique. Alors que, bien sûr, le jeu au cinéma et le jeu au théâtre n'ont rien à voir. Donc, c'est plus une analogie un véritable désir de travailler comme au cinéma. Voilà. Mais d'être sur un jeu qui permette en permanence la simplicité et que c'est dans la simplicité que va surgir l'ambiguïté. Ça, c'est très important. C'est plus on est simple, plus en fait la polysémie, les différents sens vont apparaître et cette polysémie, elle va être une matière à jeu. Et donc, ça veut dire aussi que c'est pas du tout un théâtre dit de caractère, hein, mais c'est bien un théâtre qui progresse en permanence. C'est-à-dire que je dis une chose, je la reçois et je la comprends pas, donc je te dis, je comprends pas ce que tu dis. Ah, d'accord. Donc je reformule. C'est la valeur des 3 petits points aussi. Et puis à un moment, ce que tu viens de me dire, ça me choque, ça me blesse. Mais en fait, le conflit naît de la discussion, naît du langage. C'est ça qui m'apparaît très important. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a de l'humour, parce qu'on rit dans la pièce sans qu'on le cherche. Bon, parfois les acteurs sont un peu cabots, mais c'est ne peut pas leur reprocher sur un répertoire comme celui-là, mais parce qu'en fait, on se dit des énormités, mais en toute décontraction, quoi, qui agissent. Voilà. Sur la question de l'espace, oui, mais on revient sur, et puis en plus, j'allais dire que l'espace de la classe, en l'occurrence, on a parlé beaucoup des Kammerspiel, ça va, c'est un espace qui peut être assez contraint et qui peut être utile. Ah, l'espace de la classe est idéal pour cette pièce, hein. Alors là, Oui. c'est oui, c'est très... Oui, c'est formidable. Mais on peut même s'en servir. Enfin, je dirais, on pourrait même le jouer dans une classe. Il y a des pièces, enfin, on peut tout jouer dans une classe, hein. Mais celle-là, ça serait vraiment très, très évident, quoi. Parce que ça pourrait être dans une salle de cours d'un des deux, quoi. On a évoqué, tout à l'heure le couple, Alceste-Philinte. Est-ce qu'il y a, enfin, voilà, là encore, comme conseil, peut-être de textes qui résonnent et qui peut aussi, peut-être apporter un éclairage sur la spécificité de l'approche de Sarraute? D'autres textes que vous pensez utile de mentionner? Il y en a beaucoup de possibles, hein. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche plutôt euh, des duos qui se disputent, c'est évidemment Alceste-Fininde, quoi. Ça, c'est évident. Je trouve quand même que Estragon, Vladimir dans Godot, c'est aussi drôlement bien. Mais en même temps, je sens que Sarraute, c'est plus moderne que ça. Moderne au sens de euh, plus contemporain. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Je m'excuse, je ne suis pas très précis. Je pense qu'il faudrait aussi lire des auteurs d'aujourd'hui. Ça pourrait nous aider.
euh, parce que je trouve que parfois c'est presque un dialogue cinématographique, je sais pas. Bon, je réponds pas très bien à votre question parce qu'en fait, je n'ai pas forcément la clé. Voilà, Charlotte Chemel me Oui, parle de art de Yasmina Reza. Oui, oui, ouais, je suis d'accord. Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. d'accord. Où je trouve qu'il y a... Bon, Reza, c'est un peu plus cynique, un peu plus cruel, c'est plus une comédie sociale. C'est pas tout à fait pareil, mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout Reza n'est pas de la même nature. C'est-à-dire, autant dans art, oui, oui, je suis complètement d'accord. Autant, le Dieu du carnage, je ne l'ai pas assez en tête. Et dans d'autres pièces, c'est moins aigu. Ce que je trouve assez extraordinaire chez Sarraute, c'est que tout est ramassé, quoi. Tout est. D'ailleurs, vous voyez, c'est 58 minutes, 57, 60 minutes. C'est formidable, quoi, de passer juste. En plus, je trouve que c'est tellement. Autant j'adore les grandes épopées, les Shakespeare, j'ai fait ça, bien sûr. Mais là, je trouve que c'est tellement agréable. On passe 1 heure au théâtre. Si c'est bien joué, si les comédiens sont en forme, on a à la fois la profondeur, on a à la fois le rire. Ça évoque des tas de choses à chacun. Pour les plus âgés, ça va rappeler des choses de nos vies. Et pour les plus jeunes, ben, ça va leur permettre voilà, de réfléchir à qu'est-ce que l'amitié, à comment fonctionne le langage, est-ce qu'on se dit tout, est-ce qu'on se dit pas tout. Voilà, je trouve que je trouve que c'est merveilleux. Bon, bah, c'est une très belle façon de conclure l'échange.